Aujourd'hui, je vais vous parler de la mémoire, d'un phénomène de la mémoire. Et toute espèce donc animale, en fait, a une mémoire spécifique, une mémoire collective. Tout individu bénéficie de la mémoire collective et, dans l'autre sens, contribue à la façonner. Ceci s'applique aussi aux cristaux. Si une nouvelle forme cristalline émerge en un endroit du globe, par exemple, eh bien, d'autres cristaux de même nature vont émerger ailleurs. Ça revient à dire que les lois de la nature sont plus des lois forgées sur une forme d'habitude, de répétition. C'est évidemment une idée controversée et beaucoup de scientifiques préfèrent l'ignorer. Mais je pense que cette idée est intéressante et vaut la peine d'être considérée puisque, à mon humble avis, il y a une crise actuelle dans la science. Deux grands domaines importants de la pensée contemporaine sont en opposition l'une à l'autre. L'une de ces idées, la première, est l'idée d'éternité, où tout demeure de façon éternelle. L'autre est l'idée d'évolution, où tout change avec le temps. L'idée d'éternité remonte aux Grecs de l'Antiquité, puisque les Grecs, autrefois, considéraient que, sous-jacent à la réalité changeante et fluctuante que l'on observe, il y avait une réalité immuable. Il y avait plusieurs écoles de pensée grecques, et notamment celle de Pythagore, qui ramenait l'essence du réel à une question mathématique, en fait, de nombre. Platon s'inspira de Pythagore, mais généralisa son idée et considérait que, sous-jacent à la réalité, il y avait des formes éternelles, les fameuses formes de Platon. L'école de Démocrite, en contraste, considérait la réalité changeante et faite d'unités insécables, les atomes. Ces idées eurent un renouveau au XVIIe siècle et sont une des bases de la science moderne. Le XVIIe siècle a véhiculé cette idée que la science reposait sur des lois universelles et éternelles qui étaient régulées en fait par le dieu mathématique. Et les forces en jeu concernaient les atomes éternels de la matière. L'idée d'éternité est l'une des bases conceptuelles, on peut dire, de la physique, mais beaucoup de scientifiques utilisent cette base conceptuelle de façon implicite, c'est-à-dire sans même s'en apercevoir. Par exemple, beaucoup de scientifiques pensent que les expériences scientifiques peuvent être répétées où que ce soit et quand que ce soit, parce que, implicitement, ils considèrent que les lois de la physique ne changent pas, quel que soit le lieu ou le temps. Au XIXe siècle, la théorie de l'évolution, Darwin, a créé une explosion ou une implosion dans cette théorie, puisqu'elle nous parlait d'un monde qui change avec le temps. Mais l'évolution, c'est-à-dire le changement au cours du temps, était confinée, était restreinte au monde du vivant, mais les physiciens continuaient à croire en leurs lois éternelles. En fait, le monde des physiciens ou la théorie des physiciens classiques non seulement n'évoluait pas, mais elle dévoluait, c'est-à-dire elle évoluait à l'inverse, puisque si l'on se souvient de la deuxième loi de la thermodynamique, tout va en se dégradant, et c'était le cas de la physique classique. Éventuellement, tout convergeait vers la mort froide de l'univers où plus rien ne bouge, plus rien n'évolue. Il a fallu attendre 1966 pour que la physique adopte un paradigme évolutionniste avec la fameuse théorie du Big Bang. Notre monde, notre univers a commencé en étant infiniment petit, dense et chaud. Il avait au départ même pas la taille d'une tête d'épingle, mais depuis il a grandi et il s'est refroidi. Si le monde évolue, si l'univers évolue, qu'en est-il des lois de la physique? Étaient-elles déjà là au départ ou non? Alors qu'elles apparaissent dès les premiers instants du Big Bang ou après le Big Bang, un peu comme les lois du Code napoléonien, la science fonctionne un petit peu, comme disait mon ami, je ne sais plus comment, la science fonctionne un peu ainsi, donne-moi un miracle et j'expliquerai tout le reste.
Le miracle, c'est l'apparition instantanée de toutes les lois de l'univers et de toute la matière-énergie qui va, en se transformer, donner notre univers actuel. Si l'univers évolue, pourquoi les lois mêmes de la physique n'évolueraient-elles pas aussi? En fait, quand vous regardez les choses de près, vous vous apercevez que la notion même de loi physique est terriblement anthropocentrique. Seul l'homme civilisé, si l'on peut dire, a des buts. Dans les sociétés traditionnelles, on a des coutumes. Et en fait, les lois humaines évoluent. Celles qui sont en vigueur dans la France d'aujourd'hui ne sont pas celles qui étaient en vigueur il y a un siècle, par exemple. Donc, je pense que l'on peut considérer l'idée de loi évolutive de l'univers, de la physique, voire même des habitudes de la nature qui ont force de loi. Et c'est le point essentiel de mon approche, de la thèse que je défends, c'est que les lois ne reposent pas sur des lois éternelles, mais sont finalement la conséquence d'habitudes changeantes au fil du temps. L'hypothèse des résonances morphiques est une façon d'expliquer les habitudes de la nature. Cette notion de résonance morphique repose sur la similarité. Des phénomènes similaires à des phénomènes déjà expérimentés vont être affectés par leurs prédécesseurs. Tout dans la nature est vibratoire, y compris les particules les plus simples, comme on l'a vu ce matin. Les résonances se produisent au travers de l'espace-temps par des similitudes entre différents phénomènes. Vous pouvez voir la différence entre cette hypothèse et l'hypothèse traditionnelle à propos de la formation de nouveaux cristaux. Chaque année, les chimistes créent des milliers de nouveaux composés chimiques qui n'ont jamais existé auparavant. Et ensuite, ils essayent de les cristalliser et parfois cela demande énormément de temps avant que cette cristallisation se produise. Cependant, quand plusieurs équipes, on va dire, de chimistes essayent de cristalliser le même composé dans différents endroits du monde, on s'aperçoit que cette cristallisation se produit plus rapidement. Plus on a produit cette cristallisation souvent pour une même substance, plus les nouvelles cristallisations seront rapides. Si l'on écoute l'approche traditionnelle, on aboutit à la conclusion que cette cristallisation, qu'on la fasse une première fois, une centième fois, un milliardième de fois, le temps de cristallisation devrait être exactement le même. Les lois de l'électromagnétisme, les lois quantiques, toutes les lois auxquelles vous pouvez penser, nous enseignent qu'on devrait obtenir exactement le même résultat dans le temps d'une fois sur l'autre. En opposition avec cette première idée, l'idée de résonance morphique implique que plus on fait cette cristallisation souvent, plus elle devrait être rapide au fur et à mesure du temps, et c'est effectivement ce que l'on constate. Les chimistes constatent effectivement que la cristallisation se fait plus rapidement, mais ils essayent de l'expliquer autrement. Ils l'expliquent par exemple par des petits morceaux de cristaux qui se seraient échappés d'un laboratoire où on a fait une cristallisation pour aller subrepticement dans un autre laboratoire où on fera la suivante. On sait bien qu'un fragment de cristal placé dans le bain qui va cristalliser va faciliter et donc rendre plus rapide la cristallisation. Mais eux croient qu'avec ce système-là, ils ont l'explication totale. La théorie la plus en vogue est que ces fragments de cristallisation sont transportés d'un laboratoire au suivant dans la barbe des chimistes. D'après Sheldrake et son hypothèse, il suggère que même si les chimistes sont interdits de barbe ou interdits de changement de laboratoire, eh bien le phénomène se maintiendra. Au fur et à mesure que les cristaux se forment, la formation de nouveaux cristaux du même type est plus facile, plus rapide, et la disparition du cristal est plus difficile.
En d'autres termes, le point de décristallisation, le point critique dans lequel le cristal perd sa qualité de cristal pour devenir liquide, devrait augmenter. Tout le monde sait que le point de fusion, on appelle ça le point de fusion, d'un produit chimique donné est constant. J'ai fait une enquête sur les composés chimiques donc nouveaux qui ont été découverts depuis, on va dire, un siècle ou moins, et je me suis aperçu qu'au fil du temps, la température de fusion a augmenté d'environ 10 degrés. Mais la température de fusion des composés chimiques cristallisants dans la nature, donc qui sont là depuis très longtemps, elle n'a pas varié au fil du temps. Je donne les détails de cette recherche personnelle dans mon dernier livre qui a été édité en Grande-Bretagne il y a 2 ans, Une nouvelle science de la vie. La même chose, le même genre de processus va se trouver dans le vivant. Si un organisme se développe anormalement, souffre d'une variation, voilà, eh bien, à force d'avoir ce genre de mutation, on va dire, eh bien, cette mutation va devenir encore plus fréquente, plus facile. Je vous montre une drosophile, donc la mouche des fruits ou la mouche du vinaigre. En haut, elle est normale et en bas, elle a gagné une paire d'ailes en plus. Dans celle du bas, une manipulation génétique en fait a changé quelque chose et créé une paire d'ailes supplémentaires. Ceci peut arriver lors d'une mutation dans un gène qui s'appelle le gène B4X. Cette mutation peut aussi arriver si la drosophile se développe dans un environnement inhabituel. Si les larves, ou plutôt les œufs, sont placés dans un environnement très chaud, une partie des mouches qui vont en sortir aura 4 ailes, cette mutation. Ceci n'est pas dû à un défaut génétique, mais dû à l'influence d'un composé chimique, un petit peu à la manière dont la thalidomide avait créé des enfants mal formés. Le point est que plus souvent vous faites ce genre de manipulation, plus la proportion des mouches anormales, donc avec 4 ailes, va être élevée. Voici la charte de l'évolution de la proportion des mouches anormales. Donc on part d'à peu près 2% et ça monte jusqu'au-delà de 30% des mouches. Si vous ne créez plus cet environnement artificiel de grande chaleur, eh bien les mouches vont continuer à fabriquer des générations suivantes qui ont les 4 ailes et c'est la ligne pointillée, c'est-à-dire c'est décroissant avec le temps. C'est un des exemples de l'héritabilité des caractères acquis. En dépit de l'évidence des preuves pratiques expérimentales, ce phénomène était malvenu. Il était malvenu d'en parler autrefois, mais maintenant c'est devenu à la mode. Maintenant, on a même un mot pour cela s'appelle l'épigénétique. Mais je pense que c'est un phénomène de résonance morphique. Pour moi, un aspect des plus intéressants et des plus révélateurs est en fait quand les scientifiques ont pris un autre ensemble de mouches et 2 de mouches et ont répété l'expérience. La première fois, comme on le voit sur la charte, la première fois qu'ils ont fait l'expérience, la proportion de mouches anormales était de 2,5% et la deuxième fois 6%.